Alors bonjour à tous, merci d'être... Vous n'entendez pas? Si? C'est bon. Alors merci d'être venu pour cette présentation concernant les allégations environnementales et plus particulièrement sur comment ne pas tomber dans le piège, donc le piège du greenwashing ou de l'éco-blanchiment, c'est le sujet un peu sous-jacent. Donc pour parler de ce sujet très vaste en très peu de temps, malheureusement, je vous propose de définir plus précisément ce qu'on entend par allégation environnementale. Et nous, on va faire une différence entre allégation environnementale et caractéristiques, en tout cas informations sur les caractéristiques et qualités environnementales des produits. Et après, de manière plus pratique, je vais vous exposer la façon de construire une allégation environnementale plus loyale en vous posant des questions au moment où vous allez créer cette allégation environnementale. Et je vais vous exposer quelques erreurs à éviter. Bien sûr, ce sont quelques exemples et il y en a d'autres, mais que vous comprendrez quand vous verrez les questions qu'il faut se poser pour une allégation environnementale loyale. Donc tout de suite, je vous propose la définition d'une information sur les qualités et caractéristiques environnementales. Je fais la différence entre ça et les allégations, puisque, en fait, pour une information, il est question, en tout cas d'une caractéristique, au moins une caractéristique environnementale d'un produit. Cette caractéristique peut concerner toutes les étapes du cycle de vie du produit, de l'extraction des matières premières à la gestion du produit en fin de vie, c'est-à-dire au stade de déchets. C'est une information qui est factuelle et qui est basée sur des données mesurables et quantifiables. Cette information peut être valorisante ou pénalisante. En soi, c'est juste une information qui est délivrée au consommateur et elle peut être utilisée dans une allégation environnementale. Alors, quelques exemples d'informations. Il y a par exemple le produit comportant au moins 50% de matière recyclée. C'est factuel, c'est mesurable, c'est quantifiable. C'est un fait, c'est délivré au consommateur, c'est une information. Rejette des microfibres plastiques dans l'environnement lors du lavage. Là encore, c'est une information environnementale qui est quantifiable, mesurable. Et pour le coup, cette fois-ci, c'est pénalisant pour le produit. Ce n'est pas quelque chose de valorisant. Il y a aussi emballage compostable, c'est aussi un fait. Bien souvent, les informations environnementales sont obligatoires. En fait, c'est ce qui découle plus récemment de la loi AGEC et c'est codifié dans le Code de l'environnement. Donc, c'est bien souvent quelque chose d'obligatoire, mais les professionnels peuvent utiliser d'autres informations qui sont factuelles, mesurables, quantifiables de manière volontaire. Maintenant, quelle est la différence avec une allégation environnementale? Justement, une allégation, c'est déjà le fait d'alléguer, de communiquer, de déclarer quelque chose au consommateur, au public, dans le but de distinguer son produit, dans le but de le valoriser. Ça peut concerner aussi une démarche entreprise, ça peut concerner aussi un service, et ça s'inscrit dans la notion de pratique commerciale. Donc pour la notion de pratique commerciale, nous, on se base sur la définition qui est inscrite dans la directive 2005-29, c'est-à-dire la directive sur les pratiques commerciales déloyales, qui ont été transposées dans le Code de la consommation. Donc autrement dit, une allégation environnementale, c'est une pratique commerciale qui laisse entendre ou qui donne l'impression qu'un produit a un effet positif, a pas d'incidence ou est moins néfaste pour l'environnement. Alors, ce qui peut paraître peu intuitif, c'est n'a pas d'incidence pour l'environnement, puisque en réalité, de dire que son produit ou son service n'a pas d'incidence sur l'environnement, c'est déjà une allégation environnementale, puisque lorsqu'on fabrique un produit, du moment où on le fabrique, on va extraire des matières premières, on va avoir un process de fabrication qui utilise de l'énergie, on va avoir un déchet, et tout ça, en fait, ça a un impact sur l'environnement. Donc, le fait de dire que son produit n'a pas d'impact, c'est déjà une allégation environnementale. Ça peut concerner toutes les étapes du cycle de vie, donc ça peut être de l'extraction des matières premières, comme je le disais, à la gestion du produit en fin de vie à l'étape déchet. Et il peut s'agir d'une déclaration, d'une information, d'un symbole, d'un logo, d'une illustration, etc. Ça peut prendre plusieurs formes. C'est vraiment la pratique commerciale dans son ensemble, dans le but de valoriser le produit, dans le but de le vendre et de le valoriser par rapport soit à la concurrence, soit à un produit d'une version antérieure qui serait moins vertueux pour l'environnement. Et donc dans tout ça, l'éco-blanchiment ou le greenwashing, c'est en réalité le fait d'alléguer faussement sur les propriétés
environnementale de son produit, ou c'est le fait d'alléguer sans pouvoir justifier ce qu'on avance dans son allégation, ou si son allégation est disproportionnée par rapport à la réalité des faits, par rapport à la réalité des tests réalisés. Alors, il y a le cas particulier des allégations qui vont concerner l'entreprise, puisqu'une entreprise peut alléguer sur sa démarche entreprise, c'est-à-dire soit ses choix de matériaux, de matières premières, soit ses choix de production avec des énergies renouvelables, par exemple. Ça peut aussi être son investissement dans la gestion des déchets ou dans des programmes, par exemple, de reforestation, de dépollution, de reconstruction des milieux. Et là, on est sur des allégations qui vont concerner les entreprises et non plus seulement le produit. Il y a aussi la démarche RSE. Alors là, on est vraiment sur un autre cas particulier puisque la démarche RSE va en réalité plus loin que l'allégation environnementale, étant donné qu'on va inclure des dimensions, notamment sociales, éthiques, dans le développement de l'entreprise. Et effectivement, il faut distinguer les allégations sociales, éthiques, environnementales, mais la frontière est parfois assez fine, voire inexistante, puisque une allégation environnementale peut être éthique, mais l'inverse n'est pas toujours vrai. Donc la RSE peut être considérée dans les allégations environnementales, mais va au-delà. Alors maintenant, je vous propose ce diagramme, en tout cas, pour mieux vous illustrer la différence qu'on fait entre information et allégation environnementale. Alors, au tout début, donc, on a l'information sur les qualités et caractéristiques environnementales, qui sont des qualités, caractéristiques factuelles, mesurables, quantifiables, qui peuvent être valorisantes ou pénalisantes. Il n'y a pas vraiment directement un discours commercial pour vendre le produit au consommateur, c'est juste on l'informe sur des caractéristiques du produit. La somme de ces caractéristiques vont nous donner une information, l'information environnementale du produit. C'est-à-dire qu'à partir de là, le consommateur peut indirectement se faire une idée de l'impact environnemental du produit, tout simplement par sa connaissance, notamment sur par exemple, les métaux précieux et l'impact que les métaux précieux ont de par leur extraction, de par leur utilisation ou éventuellement leur recyclage. Le consommateur va indirectement se dire que le produit a un impact environnemental. Mais l'entreprise n'utilise pas cet argument directement pour vendre, c'est indirect. Et enfin, on arrive sur la dernière étape, qui est l'allégation environnementale, qui est clairement une pratique commerciale qui a une visée de mettre en avant son produit, de convaincre le consommateur d'acheter son produit parce qu'il est mieux, plus vert que la concurrence ou qu'un ancien produit. Alors, dans ce contexte et dans ces définitions, on va plutôt maintenant regarder le volet allégation commerciale, puisqu'on a vu que les informations, c'est factuel, et souvent, bien souvent, c'est imposé, réglementé. Maintenant, les allégations qui vont être volontaires et qui vont entrer dans le marketing, dans le fait de vendre, il y a des pièges à éviter pour ne pas tomber dans le greenwashing. Donc, si vous créez une allégation environnementale, il va falloir se poser des questions. Et celles-ci sont, est-ce que mon allégation est explicitement interdite par un texte spécifique? Et c'est par exemple le cas des textes qui viennent, donc des textes européens par exemple, qui viennent réglementer les produits chimiques, les produits biocides, etc. et qui vont interdire explicitement des types d'allégations. Par exemple, il est interdit de verdir un produit qui est nocif, un produit, un biocide par exemple. On ne peut pas dire toute allégation qui vient diminuer sa dangerosité est explicitement interdite. Donc première question, c'est est-ce que le produit que je vends n'est pas soumis à une réglementation spécifique qui vient me dire que je n'ai pas le droit d'alléguer. Ensuite, il faut se demander si la caractéristique sur laquelle j'allègue fait référence à une obligation légale. C'est-à-dire, est-ce que j'ai l'interdiction d'utiliser tel produit, telle substance dans mon produit, de toute manière. Donc, alléguer sur l'absence de cette substance, ce serait pas bon, puisqu'en fait, tous les produits délivrés en tout cas dans le marché intérieur, ne peuvent pas contenir cette substance. Donc, il n'est pas utile d'alléguer sur l'absence de cette substance. Est-ce que mon allégation fait référence à une caractéristique habituelle du produit ?
Alors, l'exemple que j'utilise souvent pour grossir le trait, c'est est-ce que mon eau minérale contient de l'huile de palme? Non, jamais. Alors pourquoi dire que mon eau minérale est sans huile de palme? C'est commun à à toutes les eaux minérales. Donc, alléguer serait s'octroyer un avantage, comment dire, un avantage par rapport aux autres qui n'allèguent pas sur ça, alors qu'en fait tout le monde a les mêmes caractéristiques. Est-ce que mon allégation est ambiguë? C'est-à-dire, il faut que le consommateur puisse savoir si l'allégation porte sur l'entreprise, comme on l'a vu, les allégations qui sont sur l'entreprise, la démarche entreprise, ou est-ce que ça porte seulement sur l'emballage de mon produit, sur le couple emballage-produit, est-ce que ça peut être sur mon service, et si c'est mon service, à quel stade, pourquoi? Donc en fait, il faut lever toute ambiguïté, il faut être très précis dans son allégation environnementale. Il faut aussi se demander si son allégation est proportionnée, c'est-à-dire qu'effectivement, votre produit ou votre service peut avoir un avantage environnemental par rapport à la concurrence, mais il ne faut pas non plus en faire des tonnes, il ne faut pas verdir plus que nécessaire son produit, c'est bien d'informer le consommateur. On comprend en effet le côté marketing, de vouloir vendre, de mettre en avant son produit, mais il faut rester proportionné. Il faut aussi surtout que votre allégation soit justifiée. Donc, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas alléguer, dire que votre produit est plus vert ou utiliser une autre allégation sans fournir les preuves. Donc, c'est bien souvent des tests qui viennent confirmer vos dires, votre allégation, vos chiffres éventuellement. Si vous allez dire, par exemple, que votre produit est plus économe en énergie ou en eau, il va falloir produire des résultats qui montrent que c'est vrai, que les chiffres sont réels. Et c'est à vous, professionnels, de produire ces preuves. Il faut ensuite se demander si l'allégation est considérée sur l'ensemble du cycle de vie du produit, puisqu'en effet, un produit va avoir plusieurs étapes, comme je le disais tout à l'heure, de l'extraction des matières premières à la gestion du déchet. Et selon le produit, l'impact environnemental n'est pas le même à chaque étape du cycle de vie. C'est-à-dire que certains produits, ce qui va être le plus impactant, ça va être l'extraction des matières premières, et éventuellement la gestion des déchets, si on a des matières premières qui sont dangereuses ou des substances, voilà. Pour d'autres, ça va être la fabrication qui va consommer beaucoup d'énergie, qui va nécessiter beaucoup d'éléments. Donc chaque produit a dans son cycle de vie une étape qui va être plus impactante pour l'environnement. Donc, est-ce que moi, quand j'allègue sur mon produit, j'ai bien considéré que tout son cycle de vie, et est-ce que je n'allègue pas sur un petit bout qui est en fait le moins impactant dans le cycle de vie du produit? Il faut vraiment prendre dans son ensemble. Et il faut faire attention à ce que cette allégation environnementale, ou en tout cas vos efforts dans la construction de ce produit plus respectueux de l'environnement, ne conduisent pas à un transfert de pollution. C'est-à-dire que, par exemple, si je choisis dans mon produit une substance plutôt qu'une autre, il ne faudrait pas que l'autre substance qui remplace soit plus polluante, soit plus dangereuse, nécessite plus de travail et donc et entraîne plus d'impact environnemental. Donc il y a aussi cette notion de transfert de pollution. Mais peu importe les questions, il faut surtout, à la fin, se demander si le consommateur moyen est en mesure de comprendre ce que vous alléguez. Et par consommateur moyen, j'entends le consommateur raisonnablement informé. C'est vrai que quand on est dans son secteur d'activité, parfois on perd un peu de vue que le consommateur a moins de connaissances. Mais quand on est professionnel, on est expert, on est professionnel, on est en position de force par rapport au consommateur. Et donc, il faut toujours essayer de se mettre à sa place et essayer de voir ce que le consommateur va comprendre, comment il peut le comprendre, comment le message est véhiculé. Et il faut respecter toutes les conditions donc évoquées juste avant en répondant à ces questions. Pour aller plus loin, il y a justement la publication du guide des allégations environnementales, qui est un document issu de la concertation entre professionnels et représentants des consommateurs et
la DGCCRF, c'est en réalité un consensus entre... alors, il y a une première partie qui énumère, on va dire, qui reprend un peu les réglementations sectorielles, les réglementations concernant les allégations environnementales ou les informations environnementales. Il y a une deuxième partie, par contre, qui va concerner toutes les allégations qui ne sont pas réglementées, avec une liste de recommandations pour comment les utiliser ou comment les comprendre selon si on est consommateur ou professionnel en lisant ce guide. Mais ce qui est intéressant dans ce guide, c'est qu'il y a des annexes, et dont une annexe qui est en réalité un document méthodologique pour construire une allégation loyale. Donc si vous êtes professionnel, ce guide est aussi intéressant et reprend un peu les questions qu'on a vues précédemment, c'est-à-dire comment construire une allégation loyale. Alors maintenant, quelques exemples d'erreurs à éviter. Donc ce sont les plus fréquentes et les plus grosses erreurs, mais ensuite il y en a d'autres, bien sûr, c'est au cas par cas. Mais ce qu'on va retrouver assez souvent, c'est les allégations globalisantes. Donc par exemple, un produit vert, qu'est-ce que ça veut dire un produit vert? Pourquoi? Comment? Qu'est-ce qui est concerné dans le produit? Quelle étape du cycle de vie? Produit respectueux pour la planète. Donc là, respectueux pour la planète, en quoi c'est respectueux pour la planète? Sachant que, comme je l'évoquais tout à l'heure, du moment où on fabrique un produit, on va avoir un impact sur l'environnement, extraction des matières, fabrication, énergie, déchets. Donc respectueux de la planète, pourquoi? Il faut éviter les allégations qui font référence à des caractéristiques, donc, comme je l'évoquais, communes pour un produit ou un service. Donc l'exemple que j'avais utilisé, c'était l'huile de palme dans les eaux minérales. Effectivement, il n'y a jamais eu d'huile de palme dans les eaux minérales, donc pourquoi alléguer? Ça créerait une distorsion de concurrence, puisque ça pourrait en fait laisser penser au consommateur pourquoi ce professionnel allègue sur une eau sans huile de palme. Ça veut dire que dans les autres, il y en a. Donc voilà, ce serait en fait une distorsion de concurrence par rapport aux autres. Il faut éviter absolument les allégations qui sont injustifiées. Alors là, je n'ai pas mis d'exemple parce que ça peut concerner toutes les allégations. Peu importe l'allégation, qu'elle soit précise, qu'elle soit dénuée d'ambiguïté, si derrière vous ne fournissez pas les preuves nécessaires pour alléguer, on considère que c'est trompeur. Puisque si vous ne savez pas, vous ne pouvez pas alléguer en fait. Donc il vous faut les informations à disposition. Il faut éviter les allégations basées sur des caractéristiques issues d'une obligation légale. Donc là, par exemple, s'il y a l'interdiction en particulier d'une substance spécifique dans un produit, donc par exemple, nous, ce qu'on va appeler les matériaux aptes au contact des denrées alimentaires, il y a une réglementation très spécifique qui va interdire la présence de certaines substances. Il ne faut pas que ces substances puissent migrer dans les denrées alimentaires. C'est une interdiction. Alors dire que son produit n'a pas cette substance alors que c'est une obligation légale, c'est aussi trompeur vis-à-vis du consommateur. Et il ne faut pas que l'allégation soit contraire à une obligation légale, comme je l'évoquais tout à l'heure. Pour les produits biocides, par exemple, il ne faut pas diminuer la perception de leur dangerosité. Donc, il ne faut pas utiliser des allégations environnementales, dire que son biocide est plus vert, plus respectueux de l'environnement, alors qu'à la base, un biocide, c'est fait pour avoir une action contre des nuisibles, etc. Donc, il ne faut pas diminuer la dangerosité de ces produits. Et il ne faut pas que l'allégation soit susceptible d'induire de manière générale le consommateur en erreur. Donc là, j'ai utilisé l'exemple de l'acétate de cellulose naturelle. Quand on lit cette phrase, acétate de cellulose naturelle, déjà on peut se demander qu'est-ce qui est naturel, l'acétate de cellulose ou la cellulose. Alors en fait, le consommateur, quand il lit ça, il ne sait pas vraiment ce que c'est. En réalité, cette allégation reprend plusieurs des pièges précédents, c'est-à-dire que l'acétate de cellulose, en réalité, c'est une transformation chimique de la cellulose qui est un composant naturel. Donc, même si on voulait dire cellulose naturelle, dans tous les cas, c'est naturel. Donc, il faut éviter. Acétate de cellulose, il y a eu transformation chimique, acétylation de la cellulose, donc on ne peut plus l'appeler naturel. Et d'autant plus que c'est quelque chose qui est assez polluant. Donc, ce serait dire au consommateur, faire croire que c'est naturel, que c'est bon, alors qu'en réalité, il y a un process chimique, donc interdiction d'appeler ce composant naturel, et en plus, c'est polluant.
Donc voici les principaux pièges à éviter. Il y en a d'autres, bien sûr, c'est au cas par cas en fonction du produit, du service, de l'allégation utilisée. Mais l'idée principale, c'est le consommateur moyen et c'est éviter de l'induire en erreur. Alors, bien évidemment, vous avez peut-être l'information, il y a des discussions en cours au niveau européen avec des textes qui sont soit en négociation, soit qui ont été adoptés. Il y a un paquet vert avec certains textes comme le règlement éco-conception, la directive donnant aux consommateurs les moyens d'agir en faveur de la transition écologique, il y a la directive allégation environnementale. Bref, il y a un paquet vert qui est en discussion au niveau européen. Et ces textes vont bien sûr avoir un impact, soit directement pour les règlements, soit indirectement par les directives, puisqu'il y aura nécessairement une transposition. Et il y aura donc des évolutions à attendre dans les années à venir, que ce soit dans les définitions ou voilà, dans les conceptions, l'application de ces principes. Je vous remercie.